quand on parle de décolonisation du Sénégal, la décolonisation du Sénégal rentre dans ce qu'on appelle quoi? Rentre évidemment dans le cadre de la décolonisation de manière générale. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de pays, disons, d'Afrique et d'Asie vont accéder à l'indépendance. Alors, si nous parlons de décolonisation du Sénégal, il faut l'inscrire tout simplement dans le cadre de la décolonisation, évidemment de quoi? Dans le cadre de la décolonisation de l'AOF et de l'AE, de l'AOF et de l'AEF. AOF, Afrique occidentale française, dont sa capitale était quoi? Dont sa capitale était tout simplement Dakar. L'AEF avait pour capitale Brazzaville. Et comme je viens de rappeler le contexte, la décolonisation en soi n'est pas née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La décolonisation est un processus évidemment entamé, disons, à partir tout simplement, disons, de la fin du XVIIIe siècle, notamment avec l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Maintenant, qu'est-ce qu'on va noter? Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un ensemble de facteurs, disons, externes et internes vont contribuer au processus d'émancipation des peuples opprimés. Parmi ces facteurs, tout simplement, on peut évoquer des facteurs externes comme le contexte international changeant, l'impact de la Seconde Guerre mondiale, tout simplement, l'anticolonialisme des deux grands et la pression de l'ONU. Or, le disons, comme facteur interne, il s'agit des causes intérieures qui sont vécues dans la colonie et qui vont contribuer à la décolonisation. Parmi ces facteurs, on peut noter ce qu'on appelle quoi? On peut noter, disons, la naissance d'une élite intellectuelle, disons, le nationalisme, c'est-à-dire l'exaltation des sentiments patriotiques en vue de créer un État-nation. Et aussi, on peut dire tout simplement, la colonisation elle-même a posé ses propres germes de destruction. En ce sens, qu'elle est un régime évidemment basé sur ce qu'on appelle quoi? Sur évidemment, disons, l'injustice, la domination, l'exploitation, etc. Maintenant, quand nous parlons de décolonisation du Sénégal, on peut retenir 4 ou 5 grandes phases. Alors, la première phase débute tout simplement avec quoi? Avec ce qu'on appelle la conférence évidemment de Brazzaville. Alors, quand nous parlons de conférence de Brazzaville, la conférence de Brazzaville, disons, se tient à partir de quand? À partir de 1944. Alors, et qui organise tout simplement la conférence de Brazzaville? C'est c'est le comité français de libération nationale. Et qui dirigeait ce comité? Celui qui dirigeait ce comité s'appelle évidemment Charles de Gaulle. Avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France sait que, disons, rien ne peut être comme avant. Alors, il y a une prise de conscience, il y a la participation des colonies à l'effort de guerre, que ce soit en termes de ressources, que ce soit en termes de théâtre d'opération, que ce soit évidemment en termes tout simplement de tribus de sang, parce que les troupes coloniales aussi vont participer à la Seconde Guerre mondiale. Et en prélude de tous ces changements, la France évidemment organise à Brazzaville une conférence qui réunit le comité français de libération nationale en vue de donner sa position. Et à la conférence de Brazzaville, ce qu'il y a lieu de retenir, c'est une conférence évidemment qui a été faite sans les Africains. Et souvent j'ai l'habitude de dire, ce qui se fait pour vous, sans vous, se fera forcément contre vous. Ce qui fait, à la conférence de Brazzaville, la France va faire quoi? La France évidemment écarte ce qu'on appelle quoi? Écarte évidemment toute idée tout simplement la France évidemment écarte toute idée d'indépendance. Et qu'est-ce qu'on va noter tout simplement? La France
veut réaffirmer ce qu'on appelle quoi? La France va réaffirmer évidemment ce qu'il convient d'appeler son autorité. Il n'est même pas question d'indépendance et il n'est même pas question d'autonomie. La France, nous disons, malgré l'effort de guerre, malgré la participation africaine, la France s'entête tout simplement à vouloir contrôler ses colonies. Et à la conférence de Brazzaville, la France sait qu'il doit y avoir des changements. Mais pour la France, hors de question d'indépendance ou hors de question tout simplement d'autonomie. Et c'est pourquoi, dès 1946, la France, évidemment, va mettre en place ce qu'il convient d'appeler quoi? L'Union française. Alors, l'Union française, c'est à partir de quelle année? C'est à partir de 1946. Et qu'est-ce qu'on va noter avec l'Union française? Disons, le Sénégal, comme la plupart des colonies françaises d'Afrique, disons, noire, le Sénégal va devenir ce qu'il convient d'appeler quoi? Un territoire. Mais un territoire, évidemment, qui est comment? Un territoire d'outre-mer. Maintenant, en devenant territoire d'outre-mer, le Sénégal va envoyer évidemment deux représentants. Et ces représentants, évidemment, disons, proviennent de quel parti politique? Ils proviennent tout simplement de la SFIO. Donc par SFIO, on entend quoi? Section française de l'Internationale ouvrière. Maintenant, ces deux représentants, il s'agit évidemment de qui? Il s'agit de Lamine Gueye, mais aussi de Léopold Sédar Senghor, qui vont tout simplement faire quoi? Représenter le Sénégal à l'Assemblée métropolitaine, c'est-à-dire à l'Assemblée française. Maintenant, quelle est la particularité de l'Union française? L'Union française, évidemment, ne donne pas d'autonomie. Donc, il n'y a pas d'autonomie, tout simplement. Dans l'Union française, tout simplement, disons, les députés vont œuvrer, mais dans le cadre de l'Union. Mais il y aura des avancées, parce qu'à partir, tout simplement, de 1946, il y aura cette fameuse loi, évidemment, ce qu'on appelle la loi de Lamine Gueye. Et cette loi, qu'est-ce qu'elle recouvre? Cette loi, tout simplement, va viser à ce qu'on appelle quoi? À la suppression, évidemment, du code de l'indigénat. Et donc, tout simplement, qu'est-ce qu'on va noter? En supprimant le code de l'indigénat, donc, il n'y a plus de, disons, de sujet. Tout le monde devient citoyen. Je vous rappelle que, évidemment, on avait ce qu'on appelle les citoyens, et on avait ce qu'on appelle les indigènes. Et quand on parle de citoyens, c'était ceux qui étaient dans les 4 communes, Dakar, Gorée, Rufisque, Saint-Louis. Et tous les autres étaient des indigènes, c'est-à-dire ils étaient taillables et corveillables à volonté. Maintenant, disons, en supprimant tout simplement le code de l'indigénat, disons, on a des citoyens. Et maintenant, il y aura une conséquence. Le poids électoral va quitter les 4 communes en faveur, évidemment, des campagnes. Et ce qui fait, à partir de 1948, Léopold Sédar Senghor sort, évidemment, de la SFIO et va créer un nouveau parti qu'on appelle le BDS. Par BDS, on entend le Bloc démocratique sénégalais. Maintenant, qu'est-ce qu'on va noter? Du fait d'un contexte international changeant, quand je dis le contexte évidemment à la fois interne et externe va faire que la France va changer sa politique coloniale. Et ici, quand je parle de contexte, je veux noter que les années 50 sont des années où, en 1954, on va voir quoi? On va voir tout simplement la défaite la défaite évidemment française en Indochine. 1954, tout simplement, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que tout simplement, il y a la guerre d'Algérie.
Et au-delà de la guerre d'Algérie, 1956, évidemment, il y a ce qu'on appelle le fiasco, évidemment, disons, de Suez. Et même auparavant, en 1955, il y a eu ce qu'on appelle quoi? La conférence, oui, la conférence, évidemment, de Bandung. Et du fait de ce contexte international pesant, la France, tout simplement, est obligée de changer sa politique coloniale. Et de l'Union française, maintenant, la France va aller vers ce qu'on appelle quoi? La loi cadre. Et cette loi cadre, tout simplement, c'est une loi, évidemment, qui va être, disons, appliquée à partir de quand? À partir du 23 juin 1956. Cette loi, elle est autrement appelée, tout simplement, la loi Gaston Defferré. Alors, Gaston Defferré, oui, 56, hein, excusez-moi. Donc, 1956. Alors, quand on parle tout simplement de Gaston Defferré, c'est le ministre français d'outre-mer. Il est aidé en ce sens par celui qu'on appelle comment? Par celui qu'on appelle Houphouët-Boigny. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va noter? Disons, la loi cadre imprime ce qu'on appelle quoi? Imprime ce qu'on appelle une semi-autonomie. Pourquoi on parle de semi-autonomie? Parce que la loi cadre, évidemment, va supprimer ce qu'on appelle quoi? Va supprimer les fédérations et va mettre en simplement le suffrage universel. Alors, on aura ce qu'on appelle quoi? Le suffrage universel. Mais, qu'est-ce qu'on va noter, tout simplement? Disons, en supprimant les fédérations, les territoires, évidemment, deviennent semi-autonomes avec ce qu'on pourrait appeler quoi? Avec ce qu'on pourrait appeler tout simplement un exécutif local, mais au-delà tout simplement d'un exécutif local, il y a ce qu'on appelle quoi? Chaque territoire dispose tout simplement d'un législatif, évidemment, qui est comment? D'un législatif local. Et maintenant, la conséquence, tout simplement, c'est quoi? La conséquence, évidemment, de la loi cadre, c'est la suppression des fédérations. Suppression, évidemment, des fédérations. Et quand on parle de suppression, évidemment, des fédérations, cela veut dire qu'il n'existe plus d'AOF et il n'existe plus d'AEF. Donc, on a ce qu'on appelle quoi? Une balkanisation. Et cette balkanisation, évidemment, visible, disons, de l'empire colonial français, donc, va conduire tout simplement à une division. Et cette division, évidemment, c'est quoi? C'est la division de la classe politique. Et quand on parle de division de la classe politique, on aura deux camps qui vont, disons, se distinguer. Il y a ce qu'on appelle le camp des territorialistes qui défendent les territoires. C'est comme, évidemment, Houphouët-Boigny, mais aussi on peut citer celui qu'on appelle Léon Mba. Il y aura aussi tout simplement le camp, évidemment, des fédéralistes. Et quand on parle du camp des fédéralistes, on verra que tout simplement, il y a Léopold Sédar Senghor, mais aussi il y a celui qu'on appelle comment? Modibo Keïta. Et maintenant, le Sénégal devient dans la loi cadre, le Sénégal a ce qu'on appelle une semi-autonomie. Maintenant, aux élections, évidemment, de 1956, celui qu'on appelle le parti de Léopold Sédar Senghor va gagner. Le BDS, donc, fait quoi? Remporte ce qu'on appelle quoi? Les élections. Et en remportant ces élections, qu'est-ce qu'on va noter? Mamadou Dia, tout simplement, disons, devient vice-président. Et c'est Mamadou Dia même qui va transférer la capitale de donc, ce qui va, transférer la capitale de Saint-Louis à Dakar. Maintenant, qu'est-ce qu'on va noter? On va noter qu'à partir de 1958, le contexte est encore plus délicat, disons, pour la France. Notamment avec, disons, une guerre, ou disons, en Algérie, où la France va
disons, va s'enliser. Et ce qui fait, comme la 4e République a eu des problèmes pour régler, disons, la question coloniale, à partir de 1958, qu'est-ce qu'on va voir? À partir de 1958, celui qu'on appelle le général de Gaulle va arriver au pouvoir. Et quand de Gaulle arrive au pouvoir, de Gaulle est venu pour faire quoi? Pour régler la question coloniale. Et de Gaulle va proposer évidemment ce qu'on appelle quoi? De Gaulle va proposer ce qu'il convient d'appeler la communauté. Et dans la communauté, disons, on a quitté, disons, un régime où on n'avait pas d'autonomie, sans autonomie, un régime dans la loi cadre avec une semi-autonomie. La communauté, elle, pose tout simplement, disons, le cadre tout simplement d'une autonomie. Le Sénégal, de Gaulle va, disons, parcourir en 1958, va parcourir les colonies françaises. Il a commencé par l'Algérie le 4 juin 1958. Et souvenez-vous de ce discours en Algérie, quand il vient, il dit « Je sais ce que vous avez voulu faire, disons, je sais ce qui s'est passé ici, j'ai compris. » Alors, dans le cadre maintenant des colonies françaises d'Afrique noire, de Gaulle va commencer évidemment par la Guinée-Conakry. Et je vous avais dit ce qu'il va dire, tout ce qui s'est passé tout simplement devant Ahmadou Sékou Touré, qui est un syndicaliste de renom. Sékou Touré, devant de Gaulle, va dire que nous voulons l'indépendance totale, l'indépendance immédiate. Nous préférons la liberté dans la pauvreté que la richesse sous la domination. Et je vous avais même taquiné en vous disant, tout simplement, de Gaulle va répondre sèchement à Sékou Touré en disant, vous voulez l'indépendance, prenez-la avec toutes les conséquences qui y vont. Et la rupture sera totale parce qu'en 1958, seule presque la Guinée-Conakry va voter au référendum non et va accéder à l'indépendance en 1958. Et ici, il y aura, disons, de Gaulle va arriver au Sénégal. Et quand de Gaulle va arriver au Sénégal, pour préparer le cadre du référendum, il n'y avait ni Senghor, il n'y avait ni Mamadou Dia. Et donc, qu'est-ce qu'on va noter? De Gaulle va trouver Valdiodio Ndiaye. Et Valdiodio Ndiaye à la place Protet, l'actuelle place de, disons, de l'indépendance, Valdiodio Ndiaye va faire un discours mémorable. Et comme on est à Tenguej aussi, il y avait les porteurs de pancartes. Et parmi les porteurs de pancartes, il y avait aussi l'ancien maire de Rufisque, qu'on appelle comment? Mais Jacques Diop, qui était à cette période un étudiant porteur de pancartes. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Disons, il y aura un référendum, et le référendum va se dérouler quand est-ce? Le 28 septembre. Le 28 septembre 1958. Et qu'est-ce qu'on va noter? Le 28 septembre 1958, le oui va le remporter aux élections. Et le Sénégal va dire oui à la communauté. À combien de pourcents? Disons à 97%. Et le Sénégal, donc si c'était le non, c'était l'indépendance. Mais ici, il faudrait retenir que tout simplement, il y a ce qu'on pourrait appeler la classe maraboutique et une certaine classe politique qui ont beaucoup contribué tout simplement disons, à la victoire du oui. Alors, donc, les dirigeants, pour la plupart, savaient que tout simplement, l'indépendance était un processus irréversible. Et par conséquent, il fallait accompagner ce processus et non pas rompre les liens. Et le oui le remporte et le Sénégal devient tout simplement quoi? Le Sénégal devient une république, mais une république évidemment qui est comment? Une république non pas indépendante, une république autonome dans le cadre tout simplement de quoi? Dans le cadre évidemment de la communauté évidemment qui est comment? De la communauté française. Et disons pour éviter disons la balkanisation et que chaque territoire puisse devenir une république comme ça, Senghor tout simplement va lancer l'idée tout simplement d'une fédération à nouveau. Et le Dahomey, la Côte d'Ivoire, évidemment la Haute-Volta, le Soudan français et disons Senghor avait lancé ce qu'on appelle la rencontre de Dakar. Mais face à son appel
pour ce qu'on appelle tout simplement quoi? Pour le processus évidemment de fédération, seul le Soudan français va répondre. Donc à partir tout simplement de quand? À partir de 1959, qu'est-ce qu'on va noter? On va noter que tout simplement il y a la fédération. La seule, je dis bien, face à cette tentative d'ériger encore une fédération, seul le Soudan français va répondre tout simplement à De Gaulle. Et ici, excusez-moi, à Léopold Sédar Senghor. Maintenant, quand on parle de Soudan français, c'est l'actuel Mali. Et maintenant, le Soudan français et le Sénégal vont former évidemment ce qu'il convient d'appeler quoi? La fédération. Mais quelle fédération? La fédération évidemment la fédération du Mali. Et cette fédération du Mali a pour président tout simplement, avait pour président celui qu'on appelle comment? Celui qu'on appelle Modibo Keïta. Et avait pour vice-président, celui qu'on appelle tout simplement comment? Celui évidemment qu'on appelle Mamadou Dia. Alors, et on aura tout simplement comme président tout simplement de l'Assemblée fédérale, celui qu'on appelle Léopold Sédar Senghor. Alors, disons, l'espoir tout simplement, parce qu'il faut le dire, disons, tout simplement, le processus d'indépendance s'accompagne avec un esprit d'unité africaine. Senghor, au-delà d'être chantre de la négritude, a voulu œuvrer aussi pour l'unité africaine. Mais face, comme je l'ai dit, à cette tentative d'ériger une fédération, ce sera seul tout simplement le Soudan français, tout simplement, qui va répondre. Maintenant, cette fédération ne va pas durer longtemps, parce qu'à partir de 1960, qu'est-ce qu'on va noter? À partir de 1960, il y aura des divergences. Et maintenant, ce qu'il faudrait comprendre, et même un peu avant ces divergences, quand il y a eu la rencontre dans le cadre de la communauté, notamment le 4 avril, évidemment, le 4 avril 1960, la Fédération du Mali va réussir tout simplement à avoir quoi? La Fédération du Mali va réussir tout simplement à avoir son indépendance. Et si vous vous souvenez bien, je taquinais un peu en disant qu'on a d'abord été malien avant d'être sénégalais. Oui. On a d'abord été malien avant d'être sénégalais parce que c'est le 4 avril 1960 que la Fédération du Mali, qui regroupe le Sénégal et le Soudan, obtiennent tout simplement, disons, la fédération obtient son indépendance. Maintenant, qu'est-ce qu'on va noter? Les divergences maintenant. Les divergences, évidemment, entre ce qu'on appelle quoi? Entre ce qu'on appelle les hommes politiques, vont finir par avoir le dessus sur la fédération du Mali. Et qu'est-ce qu'on va noter? Dans la nuit, tout simplement, du 19 au 20 août, évidemment, 1960, on va avoir tout simplement quoi? On va avoir l'éclatement. Mais l'éclatement, évidemment, de quoi? L'éclatement de la l'éclatement, évidemment, de la fédération. Et donc, on a donc ce qu'on appelle quoi? L'éclatement de la fédération. Et ce qui fait que le 20 août, évidemment, 1960, disons, Léopold Sédar Senghor va proclamer ce qu'on appelle quoi? Va proclamer l'indépendance. Mais l'indépendance de qui? L'indépendance du Sénégal. Et en proclamant l'indépendance du Sénégal, il va devenir le premier président. Léopold Sédar Senghor, donc, devient ce qu'on appelle quoi? Devient président de la République. Et celui qu'on appelle Mamadou Dia va devenir tout simplement le président évidemment de quoi? Le président du Conseil. Et donc, on voit ici tout simplement le processus d'indépendance. Donc, le Sénégal a eu ici un modèle d'indépendance qui est comment? Disons, une décolonisation donc qui est pacifique. Souvenez-vous, quand on avait parlé de la décolonisation pacifique, on avait dit que par décolonisation pacifique, on entend le processus par lequel un peuple colonisé accède à l'indépendance par la lutte
par la lutte politique, par le biais de la négociation, par le biais du dialogue. Et cela a été favorisé par des facteurs. Parmi les facteurs, on peut noter tout simplement, oui, on peut noter, oui, l'existence évidemment d'une métropole, disons, assez consciente, assez flexible, qui n'est pas radicale et qui comprend le processus d'indépendance. L'existence d'une élite aussi responsable, capable évidemment de négocier, capable de conduire évidemment la lutte. Et enfin, l'immixtion des puissances étrangères dans le cadre, disons, de la guerre froide. Ici, donc, l'indépendance, elle est comment? Elle est une indépendance pacifique, mais avec des conséquences. Quand l'indépendance, elle est pacifique, cela veut dire que la métropole a réussi tout simplement à préserver ses intérêts dans l'ex-colonie. Les relations ne sont jamais rompues. Et c'est ce qui donne ce qu'on appelle tout simplement le vocable de néocolonialisme. Donc c'est bon. Voilà, merci.